Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à tous. Donc très content de vous retrouver, pour les lives du lundi, pour les lundis rentables. Voilà, donc 5e édition, hein, je reprends, j'avais fait une petite pause pendant les fêtes. Donc voilà, je suis super content de revenir. Je vais essayer vraiment de tenir le rythme et de continuer ces lives hebdomadaires. L'idée, voilà, c'est de vous apporter de la valeur en live, faire voilà, en plus du podcast, vous apporter ça, voilà, sur une thématique précise que je vais développer en direct. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une interaction avec vous. Quand vous avez une question, quelque chose, posez-moi la question, je réponds à tout le monde. Ou si vous voulez attendre la fin de ma petite présentation, vous pouvez attendre. Mais même si vous avez une question pendant, je fais en sorte de répondre, à tous. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai gardé en mémoire le sujet qui m'avait été suggéré, au dernier live, qui était de présenter des portefeuilles, des exemples d'allocation, des exemples de portefeuilles. Et voilà, je l'ai appelé, 4 portefeuilles pour performer en 2024. Parce que voilà, c'est une nouvelle année, forcément, nouvelle résolution, on a envie d'apprendre des choses qui vont marcher pour cette année. Donc avant de vous je vais pas vous vendre du rêve, hein, je vais pas vous donner une stratégie magique qui va marcher pour 2024. C'est des stratégies de portefeuille globales qui ont fait leurs preuves sur le temps et que vous pouvez mettre en place bien sûr pour cette année, mais de manière générale, hein, qui ont fait leurs preuves sur le très long terme. Donc l'idée, c'est de vous partager donc ces 4 portefeuilles, 4 idées de portefeuille, 4 idées d'allocation et bien sûr, posez-moi des questions quand vous en avez. Donc, en espérant que j'aurai pas de nouveaux problèmes techniques, donc pour ceux qui sont sur YouTube et LinkedIn, je vais vous partager, je vais essayer de le faire en présentation. J'ai fait une mind map, une carte mentale. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer avec moi et vous pouvez avoir les images des allocations. Donc, c'est pareil, c'est un test, hein, donc j'espère que, que ça va pas déconner comme ça l'a déconné sur Instagram. Donc voilà, je vais vous partager ça. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire sur YouTube et LinkedIn que vous voyez bien ma mind map? Et si c'est OK, je passe là-dessus. Donc j'aurai pas les commentaires, enfin je les verrai pas, comme avant, mais de temps en temps, je reviendrai pour les checker. Donc du coup, je vais vous présenter donc ces 4 portefeuilles. Donc avant de les présenter, rapidement, je vais donner beaucoup de données en fait sur les performances, la volatilité, pas mal de choses. C'est des données qui sont enregistrées depuis les années 70. Donc c'est pas exhaustif sur les 150 ou 200 dernières années de la bourse par exemple, ni sur les 10 dernières années, voilà, c'est des données qui sont depuis 1970. Je vais aussi donner des performances nettes d'inflation. Donc vous allez voir qu'il y a certaines performances qui vont paraître peut-être un petit peu basses, parce qu'on parle souvent de 8 à 10 par exemple, sur l'investissement en bourse, mais c'est souvent brut d'inflation et dividendes réinvestis. Là, on parlera dividendes réinvestis, mais on parlera surtout net d'inflation. Donc c'est pour ça que les performances, elles vont être un peu plus faibles que ce qu'on entend habituellement. Et aussi, chose importante, je ne veux pas parler d'immobilier, ni d'immobilier locatif, de résidence principale ou de SCPI. On va vraiment parler de portefeuille sur les marchés financiers. Même s'il y a une petite part qui peut intégrer de l'immobilier, mais on va parler d'immobilier coté, et donc on ne va pas parler d'immobilier locatif, de résidence principale ou SCPI. Donc on va parler de patrimoine au sens large. Donc OK, Robin et Antoine me disent que c'est OK sur la mind map et le son, donc c'est cool. On va pouvoir y aller. Donc, premier portefeuille, le portefeuille 60-40. Donc ça, c'est un des plus connus. Il a été popularisé par, John Bogle, qui est un petit peu le père des ETF, donc de la gestion passive et le principe est simple. Alors, je partage un petit peu le graphique, hein, mensuel, il est très simple, hein. Portefeuille 60-40, c'est tout simplement 60 d'actions, 40 d'obligations. Donc, les actions, on peut le faire via des ETF, hein, pour si on veut le faire de manière vraiment simple, ou via le stock picking et les obligations, alors il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi le faire via des ETF, on peut le faire même via son fonds euro, hein. La plupart des gens sont investis déjà dans des obligations sans le savoir via leur fonds euro. On peut le faire aussi via des fonds datés, ou encore en obligations directes, hein, depuis peu sur Trade Republic. Ceux qui sont intéressés par les obligations, je vous invite à écouter le live, un des premiers lives que j'ai fait d'ailleurs, hein, des lundis rentables, que je fais il y a à peu près 1 mois et demi. Il est dispo sur YouTube, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les obligations, j'ai fait un live complet dessus. Donc voilà, le portefeuille 40, c'est le 60-40, c'est celui que vous voyez affiché à l'écran. 60 d'actions, 40 d'obligations. Et ce qui peut être intéressant avec ce portefeuille, c'est qu'il peut être adaptable en fonction de l'âge. Il y a un adage qui dit que, en fonction de son âge, on va avoir plus ou moins d'obligations dans son portefeuille. On part du principe que forcément les actions, c'est plus risqué, donc plus on est jeune, plus on peut prendre de risques et plus on vieillit, plus on s'approche de la retraite, plus on doit sécuriser notre capital. Donc on part du principe que, enfin le la théorie dit que on peut adapter le portefeuille 60-40 en ayant le pourcentage d'obligations qui correspond à son âge. Donc par exemple, si on a 40 ans, le portefeuille 60-40, il est parfait parce qu'on a 40 d'obligations. Si on a 30 ans, il faudra plus 30 d'obligations, 70 d'actions. Si on a 50 ans, 50-50 et si on a 70 ans, plutôt 70 d'obligations, 30 d'actions.
Alors, c'est des grands principes, hein, bien sûr, c'est pas appliqué à la lettre, mais si vous voulez appliquer ce type de portefeuille et l'adapter à votre âge, ça peut être une idée pour, ouais, je suis désolé, Yelna, tu me dis: «On voit pas sur Instagram», je suis désolé, j'avais l'outil qui permettait de partager ma mind map, mais ça ne fonctionne pas, donc je peux malheureusement pas partager l'écran sur Insta. Hem, donc voilà, c'est adaptable en fonction de l'âge et voilà, c'est des grands principes, hein, c'est pas appliqué bêtement, mais c'est pour mettre en avant, en fait, l'intérêt de mettre plus de pourcentage d'actions quand on est jeune et d'en mettre moins, finalement, quand on s'approche de la retraite. Hem, Ensuite sur l'intérêt, finalement, de ce portefeuille, c'est que les actions, ils vont être le vecteur de performance et les obligations vont être là pour réduire le risque. Donc voilà, concrètement, c'est pour ça qu'on dit que, ben, voilà, plus on est jeune, plus on peut se permettre d'aller chercher de la perf, donc du risque et plus on est vieux, plus on va essayer de réduire le risque, donc on va augmenter sa part d'obligation. Ensuite, en termes de performance, qu'est-ce qui donne ce portefeuille depuis donc les années 70? On a un rendement annuel moyen de 6, donc je précise, hein, c'est net d'inflation, donc faut compter grosso modo, hein, que l'inflation sur les 50-60 dernières années, c'était aux alentours de 2-3 par an. Donc si on prend brut d'inflation, ce sera plutôt aux alentours de 8-9 et là, net d'inflation, on est à 6 par an, en moyenne, bien sûr. La volatilité était de 11, donc la volatilité, hein, je rappelle, c'est l'amplitude des variations. Donc à quel point, en fait, on va voir, notre portefeuille bouger violemment et ce que j'ai appelé le max DD là sur ma mind map là, le max que j'en appelle le max drawdown, c'est la chute maximum qu'on ait pu observer après un plus haut. Donc par exemple, on est à, je sais pas moi, là, on est au sommet on a atteint nos plus hauts historiques par exemple, bah, la chute la plus violente qu'on ait pu avoir, c'était de 34 du portefeuille avec cette stratégie donc de portefeuille 60-40. Donc forcément, plus on a, d'obligations dans son portefeuille, plus on aura un max drawdown, donc un maximum de chute plus faible. Et forcément, plus la volatilité est faible, plus le max drawdown sera faible, plus la volatilité est importante, plus le max drawdown sera élevé. Ensuite, voilà, ce que j'ai voulu faire aussi sur ces différents portefeuilles dont je parle, c'est, de donner un petit peu mon avis. Qu'est-ce que j'en pense aussi? Bien sûr, vous pouvez aussi donner le vôtre et me poser des questions, bien sûr, quand je termine, la présentation d'un portefeuille. Donc moi, mon avis sur le portefeuille 60-40, en le positif, c'est que c'est ultra simple à mettre en place. C'est-à-dire que, bah, voilà, il faut un fonds action et un fonds obligation et en réalité, on peut le faire avec seulement 2 outils. C'est-à-dire si on ne veut pas s'emmerder, on peut mettre juste un ETF monde et on est exposé aux actions. Alors après bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, on peut construire un portefeuille d'ETF et c'est même recommandé, hein, quand on va aller chercher un peu plus de perf, mais on peut le mettre en place juste avec un ETF monde sur la partie action et sur la partie obligation, on peut tout simplement avoir le fonds euro de l'assurance vie et voilà, ça peut être donc ultra simple à mettre en place un portefeuille 60-40. Au sein de son assurance vie, on peut mettre un ETF monde et 40 de fonds euros et ça nous permet d'avoir un portefeuille 60-40 avec son assurance vie, par exemple. Après, bien sûr, on peut avoir une part en assurance vie, une part en PEA, une part en compte titre, une part en assurance vie, bref, il y a plein de solutions possibles. Mais voilà, il est ultra simple à mettre en place et surtout ultra passif. Parce que la partie action, ce sera avec un ETF, enfin si on le fait avec un ETF en tout cas, ce sera ultra passif parce que l'ETF fait le travail à notre place de sélection des actions et il y a cette fameuse fonction auto-nettoyante qui sort les mauvais élèves et fait rentrer les bons. Donc on garde toujours les meilleures boîtes dans notre ETF. Et le côté négatif que je trouve à ce portefeuille, c'est qu'il n'y a pas assez d'actifs. On a uniquement 2 classes d'actifs que sont les actions et les obligations. Et je trouve un petit peu dommage, finalement, de se priver d'autres classes d'actifs qui seraient peut-être un peu plus décorrélées des marchés financiers, ou du moins du marché action. Mais voilà, ça peut être, hein, une bonne idée si vous vous lancez ou si vous partez vraiment de zéro et que surtout vous avez envie bah, voilà, d'être le plus passif possible, ça peut être une idée de portefeuille à mettre en place. Donc dites-moi si vous avez des questions sur le fameux portefeuille 60-40. Alors je sais qu'il est connu de pas mal d'entre vous, mais voilà. Alors il y a Yelna qui me dit: «On peut avoir des obligations sur un CTO?» Alors très bonne question. On peut en avoir, alors on peut avoir des obligations sur à peu près tous les supports. Sur le CTO, tu peux avoir des obligations, tu peux avoir donc de manière plus classique des fonds obligataires, tu peux avoir des ETF obligataires et depuis peu et uniquement sur le courtier Trade Republic, tu peux avoir des obligations en direct et ça, c'est vraiment on va dire une petite révolution dans le monde de l'obligation où on peut avoir des obligations à partir de 10 €, donc avoir une fraction d'obligation sur un compte titre, mais c'est aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, uniquement disponible sur Trade Republic. Mais si tu n'es pas sur ce compte titre, tu peux avoir des ETF obligataires ou encore des fonds obligataires.
Et une autre façon de s'exposer, hein, c'est aussi les fonds datés sur les assurances vie ou encore, le fonds euro de l'assurance vie. Du coup, je vais présenter le portefeuille permanent. Portefeuille permanent, il a été, créé par Harry Browne dans les années 70. Il est là pour survivre un peu à toutes les saisons économiques. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble en termes d'allocation. Donc c'est assez simple, c'est un camembert découpé en 4 où on va mettre 25 en actions, 25 en obligations, 25 en or et 25 en cash. Donc ça a quand même l'avantage, ce portefeuille-là a cet avantage d'avoir 4 classes d'actifs. Les actions, l'obligation, l'or et le cash. Alors le cash, on va pas le considérer vraiment comme une classe d'actifs, hein, plutôt une, voilà une valeur pour enfin c'est même pas une valeur, c'est plutôt de la liquidité pour pouvoir réinvestir. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je suis très fan et je vais vous dire après quand je donnerai mon avis sur ce portefeuille. Mais voilà, grossièrement, il est découpé en 4 et il y a ces 3 classes d'actifs, donc que sont actions, obligations et or. Et l'intérêt, c'est qu'il est là pour, performer quelle que soit la saison économique. Donc, quand on parle de saison économique, on va parler de croissance, de récession, d'inflation et de déflation. Généralement, alors c'est bien sûr des grands principes, encore une fois, c'est général, mais généralement en période de croissance, c'est les actions qui vont performer. En général, en période de récession, c'est plutôt les obligations qui vont nous couvrir et permettre de limiter la casse et du moins de performer sur le portefeuille. En cas d'inflation, c'est généralement l'or qui va performer et en cas de déflation, c'est plutôt le cash qui va moins perdre de valeur, donc qui va performer. Donc c'est pour ça que ce portefeuille, il est assez basique, assez bateau, mais il permet d'être performant dans toutes les circonstances, dans toutes les saisons économiques. Et donc, on va voir un peu ce que ça donne en termes de perf. Donc, on voit que le rendement annuel moyen, il est un peu plus faible, et ça me paraît pas trop déconnant. Il est de 5 donc toujours pareil, net d'inflation, parce que, bah, forcément, on a de l'or. L'or, historiquement, ça n'a pas super bien performé. En plus, ça donne pas de revenus réguliers, donc on va pas réinvestir les dividendes et donc faire marcher la boule de neige. Et comment dire? Et en plus, il y a du cash. Et le cash, à part quand on est en période de déflation, ben, ça perd énormément de valeur. Surtout, ben, quand on est en période d'inflation comme, la majorité du temps, ben, le cash se dévalue. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il performe un peu moins bien que le portefeuille 60-40 par exemple. Par contre, on voit en volatilité, on est beaucoup plus faible, hein, donc on a un portefeuille beaucoup moins volatile, donc il bouge beaucoup moins sensible aux secousses économiques. Et on est à max drawdown, donc une chute maximum par rapport à l'ancien plus haut de 14 ce qui reste quand même plutôt faible. C'est-à-dire que même en cas de grosse crise économique, hein, il y en a eu un paquet dans les 50 dernières années, le maximum qu'on ait pu perdre ponctuellement est de 14 ce qui reste très faible. Ouais, Belgian Tracker qui dit: «Je vois pas le sujet du live, ça va sur quoi en général les types d'actifs?» Ouais, alors, on est sur les 4 portefeuilles, 4 exemples de portefeuilles, 4 allocations pour performer en 2024. Alors je sais pas ton prénom, Belgian Tracker, mais voilà. Je suis en train de présenter 4 portefeuilles pour performer. Donc j'ai présenté le portefeuille 60-40, là je suis sur le portefeuille permanent. Donc ensuite sur mon avis sur ce portefeuille, donc grossièrement, l'avis positif, c'est qu'on est un peu plus diversifié parce qu'on a 3 actifs. On a les actions, l'obligation et l'or. Alors je compte pas le cash, hein, comme un actif et je trouve ça intéressant parce qu'on a l'or qui est quand même quelque chose qui est vraiment décorrélé des marchés financiers. Parce que, un des comment dire? Un des inconvénients, on va dire, de le fait d'être exposé en actions, obligations, c'est que même si théoriquement les obligations peuvent être inversement corrélées aux actions, ça reste quand même les marchés financiers. Tandis que l'or, c'est vraiment considéré comme une valeur refuge. Et généralement, je dis bien généralement, quand tout le monde a peur, quand tout le monde, voilà, vend, enfin quand il y a des grosses baisses, surtout sur les marchés actions notamment, ben, on a tendance à voir une très forte remontée de l'or. Et ça permet de réduire la volatilité parce qu'on aura les actions qui vont baisser et ce sera compensé généralement par l'or. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien ce portefeuille. Par contre, mon avis négatif, c'est que du coup, je trouve qu'il y en a trop d'or. C'est bien d'en mettre, je pense, dans un portefeuille, mais d'en mettre de 25 d'avoir autant d'or que d'actions, ça me paraît vraiment démesuré, en fait, d'avoir autant d'or dans un portefeuille. 25 d'or, c'est-à-dire autant d'or que d'actions et que de cash et que enfin, moi, je suis pas très, très à l'aise avec ça et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de cash. Avoir 25 de cash, si vous êtes vraiment alerte sur le fait enfin, si vous avez vraiment compris à quel point l'inflation faisait perdre du pouvoir d'achat sur le long terme, avoir 25 de cash dans un portefeuille, c'est vraiment beaucoup trop, parce qu'on a un coût d'opportunité qui est vraiment énorme. Donc voilà, portefeuille permanent, c'est très bien parce que ça donne une bonne idée de 3 classes d'actifs qu'on peut mettre dans un portefeuille. Par contre, avoir la pondération, je suis pas très fan. Trop de cash et trop d'or, selon moi.
Donc pourquoi pas avoir un portefeuille permanent, mais éventuellement avec d'autres pondérations. Donc on le verra après dans un des portefeuilles qui est un peu mieux réparti. Mais voilà, moi j'aurais à la limite 25 max en cash et or et peut-être, l'autre moitié, 75 divisé par 2 entre actions et obligations, mais pas autant d'or et de cash, selon moi en tout cas. C'est mon avis bien sûr. Alors je vais voir s'il y a un petit peu des commentaires. Antoine sur YouTube qui me dit: «Tu prends un ETF Vanguard V60A et tu as une répartition avec un seul ETF sur le CTO». Ah, j'étais même pas au courant que, l'ETF Vanguard avait déjà le portefeuille 60-40. OK, bah, tu m'apprends un truc. Alors après j'imagine qu'il y a peut-être les faut checker les frais, voir que les ils se gaffent pas sur les frais avec la réallocation qu'ils font eux-mêmes, enfin avec le fait qu'ils gèrent l'allocation. Yelna qui me dit: «Trop de cash, trop d'or dans le portefeuille permanent». Ah bah, écoute, on partage le même avis. Alors, je vous propose de continuer avec le portefeuille de Marc Faber. Alors Marc Faber, c'est un gestionnaire de fonds, un économiste suisse qui se rapproche du portefeuille permanent, mais qui est un peu plus intelligent parce qu'il intègre l'immobilier coté. Alors, je vous ai dit qu'on parlait pas d'immobilier physique, hein, qu'on mettait pas de SCPI ou d'immo locatif dans les portefeuilles qu'on présente, mais je trouve ça intelligent parce qu'il met de l'immobilier coté et mine de rien, bah, pour quelqu'un qui n'a pas d'immobilier physique ou de SCPI, je pense que c'est quand même très important d'avoir de l'immobilier et le fait de le faire via des REITs, heu, ça permet, le fait d'avoir des REITs, ça permet d'être exposé à l'immobilier coté. Alors désolé, je prends juste une question sur Insta de Nicolas qui me dit: «J'hésite à prendre la formation SCPI, mais je ne pourrais pas allouer une centaine d'euros par mois dans les SCPI au lieu d'une grosse somme directement. Est-il possible de le faire?» Oui, alors désolé, hein, Nicolas me parle d'une formation, oui complètement, tu es pas obligé d'investir tous les mois en SCPI, hein, attention. Tu peux le faire à partir de 50 ou 100 € par mois en SCPI, mais tu peux aussi investir, 10 000 € en une fois et attendre et 100 000 € en une fois aussi, hein. C'est complètement possible ou même 1 000 € en une fois ou même que 200 € une fois. Tu as toutes les options possibles. Tu n'es pas obligé de faire du DCA, tu es pas obligé d'investir mensuellement. Tu peux le faire en une somme directe possible et c'est même mieux généralement. Généralement, le fait d'investir régulièrement, c'est plutôt sur les actifs volatiles, donc plutôt sur les actions par exemple ou les crypto-monnaies et des actifs plus stables et qui génèrent des rendements, qui génèrent des revenus passifs comme les CPI, c'est même mieux généralement d'y aller en une fois parce que tu vas acheter en une fois et tu vas toucher tout de suite finalement, ben, un maximum de loyer. Donc tant qu'à faire, c'est préférable. Même si bien sûr dans la formation, j'explique beaucoup de façons de faire, tout ça, donc n'hésite pas à aller checker la formation SCPI Express, Nicolas. Si tu as des questions, n'hésite pas. OK, alors du coup, je reviens sur le portefeuille de Marc Faber, que je vais vous présenter à l'écran. Du coup, ce portefeuille-là, il se rapproche du portefeuille permanent. On a 25 en actions, on a, heu, 25 en immobilier coté, donc c'est là où ça devient intéressant parce qu'on intègre l'immobilier dans un portefeuille de marché financier. On a toujours 25 en or, toujours, je suis pas très fan d'avoir autant en or et on a le reste qui est divisé entre obligations et cash. Donc voilà, il se rapproche du portefeuille permanent parce qu'il finalement il intègre l'or aussi, il rajoute l'immobilier, ce que je trouve super intéressant parce que du coup on a les 4 classes d'actifs super intéressantes, actions, obligations, immobilier et l'or et on a un peu de cash, donc pourquoi pas, parce que là c'est pas énorme, on est à 12. Moi, à titre perso, j'aurais plutôt mis l'or à la place, des obligations dans son portefeuille. Parce que voilà, encore une fois, 25 d'or, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais encore une fois, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu des idées d'allocation, hein, que vous vous en fassiez votre tambouille et voilà, avoir des idées pour vos futurs portefeuilles. Et voilà, portefeuille de Marc Faber, je répète pour ceux qui sont sur Insta et qui n'ont pas le graphique, c'est 25 d'actions, 25 d'immobilier coté, 25 d'or, 12,5 d'obligations et 12,5 de cash. Alors je suis désolé, hein, sur, le graphique, vous voyez 12 et 13, mais c'est parce que ça a pas pris la virgule et donc ça a pris ça. OK et du coup en performance, qu'est-ce que ça donne? On a un rendement annuel moyen de 6,3 donc mieux que le portefeuille permanent. On a une volatilité de 9 donc encore plus faible, non, un peu plus élevé que le portefeuille permanent et un max drawdown de 28 donc une chute maximum après un plus haut à 28. Donc finalement, on se rapproche plutôt du portefeuille 60-40, hein, sur les perfs. Alors, vous voyez, on est à 6 on est un peu plus performant et un peu moins volatile. Donc un couple rendement-risque un peu meilleur finalement avec le portefeuille de Marc Faber plutôt que le portefeuille 60-40. Et mon avis, qu'est-ce que j'en pense? Le positif, c'est qu'on a une belle diversification d'actifs. On a vu, on a 4 classes d'actifs. C'est la bon, là, à ce stade, c'est le seul qui propose autant de classes d'actifs et on a une intégration importante d'immobilier. Par contre, je trouve que c'est bien
quand on n'a pas d'immobilier physique. Si vous avez déjà de l'immobilier physique ou de la SCPI, je suis pas certain que ce soit nécessaire d'ajouter une part si importante d'immobilier, comment dire? Coté. Parce que du coup là, si on prend le patrimoine global, du coup, vous aurez une énorme part en immobilier donc je pense que c'est bien de faire ce type de portefeuille quand on n'a pas d'immobilier locatif ou quand on n'a pas de SCPI, par exemple. Et en négatif, encore une fois, c'est que je trouve qu'il y a trop d'or. 25 en or, ça me paraît vraiment, vraiment énorme. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez de ce portefeuille, le portefeuille de Marc Faber. Alors déjà, est-ce que vous le connaissiez? J'ai fait l'effort de vous trouver un portefeuille qui n'était pas trop connu parce que c'est vrai que le 60 enfin les 3 autres, ils sont quand même assez connus, donc j'ai creusé vraiment pour vous en trouver un qui était un peu moins, dit par tout le monde. Est-ce que déjà vous le connaissiez et qu'est-ce que vous en dites? Heu, alors, n'hésitez pas sur Insta si vous avez des choses. Ouais, de rien Nicolas, désolé je réponds un peu en retard. Je vais prendre les questions sur YouTube. Teddy, très passif ce portefeuille. Alors Yelna qui me dit: «Peux-tu développer sur ce que c'est l'immobilier coté?» Ce sont des plateformes style Realty, Brix? Alors non, pas du tout Yelna. L'immobilier coté, c'est ce qu'on peut appeler des SIC en Europe, SIIC, donc Société d'investissement immobilier coté et le pendant américain, on appelle ça aussi des REITs. Alors je ne vais pas te dire la traduction en anglais parce que je me rappelle plus exactement, mais c'est Real Estate, Investment Trust, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est en très gros, hein, si je te la fais simple, c'est comme des CPI, mais elles sont cotées en bourse. C'est des foncières, c'est-à-dire qu'elles vont, récupérer l'argent des épargnants pour investir généralement dans de l'immobilier commercial ou de l'immobilier d'entreprise et en contrepartie, elles te reversent les loyers sous forme de dividendes. Les CPI, elles te reversent le loyer, bah, voilà, voilà, elles te reversent les loyers, hein, tout simplement et le l'immobilier coté, donc les REITs ou les SIC, elles font pareil, mais sous forme de dividendes. Elles sont dans l'obligation de reverser au moins 90 des loyers sous forme de dividendes. Donc c'est pareil qu'une SCPI, sauf que c'est coté en bourse. La grosse différence, c'est que ce sera beaucoup plus volatile qu'une SCPI. Une SCPI, le prix, il va très peu varier, à part quand il y a un crash IMO ou une baisse IMO ou alors ça va monter à l'os, mais ça va être vraiment comme de l'immobilier physique, hein, ça va autant varier que l'immobilier physique. Alors que sur des, REITs ou des SIC, hein, de l'immobilier coté, ce sera ultra volatile. C'est-à-dire que ça va réagir comme ça réagit en bourse en fonction des news. Donc ça peut monter très fort comme ça peut baisser fort, même si ça ne va pas refléter vraiment la réalité de l'immobilier d'entreprise qui est le sous-jacent. Ouais, je te l'ai fait je t'ai fait une présentation très rapide Yelna, mais si tu as d'autres questions sur ce sujet, n'hésite pas. OK, Teddy, je pense que tu t'es trompé, sur la touche parce que je n'ai pas compris le mot que tu as mis. Antoine Dubar, me dit: «Immobilier coté de la SCI en action». Ouais, alors je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu as dit. Que trouve-t-on en IMO coté, s'il te plaît? Alors, tu en as plein, hein, pour les plus connus, par exemple, en France, tu vas avoir, Unibail, Rodemco, Westfield, alors je sais plus exactement le nom, mais voilà, tu peux taper Unibail, tu vas les trouver. Tu as Klépierre, par exemple, qui est une foncière très connue en Europe. Tu as Gecina aussi, pour les plus connus. Ouais, Eric me demande Imo-Côté, c'est les foncières, exactement, c'est les foncières, hein, c'est ce qu'on appelle les foncières. Alors ça a plein de mots, on peut appeler Imo-Côté, des foncières, des SIC, des REITs, il y a plein de mots, mais c'est exactement la même chose. Et si tu veux des noms de REITs ou enfin de foncières cotées connues, aux États-Unis, la plus connue, hein, je pense, c'est Realty Income. C'est, la fameuse action qui verse un dividende mensuel de 4 ou 5 donc plutôt confortable et qui investit dans l'immobilier commercial, mais tu n'as pas que ça, tu as aussi WP Carré, tu as aussi Digitality Trust, enfin, après tu as des foncières qui sont spécialisées dans plein de choses, ça peut être dans la location d'antennes relais, ça peut être dans les data centers, tu peux avoir des foncières cotées dans les centres commerciaux, dans les bureaux, enfin bref. Comme les CPI, il y en a plein qui peuvent se spécialiser. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Teddy, mais en tout cas, voilà, tu as vraiment de tout dans l'IMO coté. Et tu peux même avoir, après, si tu veux pas t'embêter à les choisir, tu as des ETF, hein, des ETF, IMO coté, hein, des ETF qui sont alors sur le PEA, tu en as qu'un seul qui est éligible. Il est pas très bien capitalisé, donc moi je l'aime pas trop celui-là. Mais sur le compte titre, tu as pléthore d'ETF, d'IMO coté si tu veux pas t'embêter à les choisir. Robin qui me dit: «Je connaissais pas, mais IMO coté, bof, je mettrais CPI». Ouais. Moi, à titre perso, je suis plutôt exposé aussi. Alors j'ai tellement d'immobilier locatif et de SCPI que je mets volontairement pas trop d'IMO côté, à part dans une stratégie à dividende, ou pour compléter la stratégie. Mais, moi, à titre perso, je n'ai pas beaucoup, mais ça peut être une stratégie. Moi, je pense que c'est idéal quand on n'a pas de SCPI
et qu'on n'a pas d'immeuble locatif, ça peut être, voilà, vraiment pertinent d'être exposé à l'immobilier via la bourse. Eric dit: «Exemple de foncière Unibail Westfield», ouais, donc ce que j'avais dit, je crois que c'est Unibail Rodemco Westfield, un truc comme ça. Les SCPI paraissent plus safe. Alors, c'est surtout qu'elles sont moins volatiles, en fait. C'est surtout que, ça va beaucoup moins réagir, aux news macroéconomiques, ça va beaucoup moins volatile tout simplement et ça va un peu rassurer. C'est vrai que, moi, à titre perso, je préfère aussi les SCPI, je trouve ça un peu plus stable, mais, en réalité, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a qui sont cotés en bourse et d'autres qui sont non cotés. Il y en a qui me dit: «Il y a de l'IMO côté européen qu'on peut détenir sur PEA». Alors non, alors pour le coup, ça c'est une très, très bonne question, Yalna, c'est qu'on peut pas détenir de foncière cotée sur un PEA. Avant, c'était possible, mais maintenant ce n'est plus possible. Je sais plus depuis quelles années, mais je sais que ce n'est plus possible. Même les foncières européennes comme, ouais, Unibail, comme Gecina, tout ça, on peut pas les avoir sur un PEA. On peut les avoir alors sur certaines assurances vie, vous pouvez les trouver, donc ça peut être intéressant si vous voulez le faire, le mettre sur une assurance vie ou alors c'est sur les comptes titres. Mathieu me dit: «Mon CTO est 100 rates, pas 10 mois à côté sauf RP». Beh, ouais, bah, c'est, très bonne idée parce que du coup je considère, hein, je réponds à Mathieu, mais je considère que la RP, ça fait pas partie alors bien sûr ça fait partie de ton patrimoine, hein, mais, j'aime bien moi raisonner le patrimoine hors RP parce que RP c'est là où tu dors, c'est ton toit, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui va te générer des revenus et c'est pas quelque chose, voilà, que tu vas pouvoir, enfin, c'est pas c'est quelque chose à part dans le patrimoine donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir, de l'IMO à côté de ta RP et si tu as pas de SCPI ou de locatif, bah, avoir des REITs, c'est une super idée. Donc les REITs, hein, c'est les fameuses foncières cotées ou SIC ou, enfin voilà, vous m'avez compris. Hem, OK. Du coup, je vais passer sur le portefeuille, bah, le dernier portefeuille, hein, le portefeuille, qui est le qui s'appelle le portefeuille 4 saisons. Portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. Alors celui-là, il est plutôt connu, mais l'idée de, voilà, de Ray Dalio, c'est déjà de mettre vraiment aucun cash. Il part du principe que le cash, ça fait perdre de l'argent. Il n'a pas complètement tort, hein, quand voilà, avec l'inflation, forcément, ça se dévalue, donc il a pas complètement tort et l'idée pour lui aussi, c'est de faire un portefeuille qui est adapté à toutes les saisons économiques et de faire finalement comme le portefeuille permanent. C'est-à-dire que s'il y a de la croissance, une récession, une inflation ou de la déflation, on soit performant dans tous les cas. Donc je vais vous présenter là sur ma mind map à quoi ressemble le portefeuille 4 saisons. Donc on a 30 en actions, 40 en obligations long terme, 15 en obligations moyen terme, 7,5 en matières premières et 7,5 en or. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a alors on est bien diversifié en termes d'actifs. Alors on n'a pas d'IMO côté, hein, lui il le met pas dedans. Alors peut-être qu'il le met dans sa partie actions, hein, c'est aussi une possibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a actions, obligations, or et matières premières. Et ça, c'est aussi intéressant de rajouter les matières premières parce que ça peut vraiment évoluer, ça peut être vraiment décorrélé des marchés. Et on l'a vu en 2022 avec la guerre en Ukraine, quand tout s'est cassé la gueule, quand toutes les actions s'est cassé la gueule et même l'or perdait, bah, les matières premières, elles ont flambé. Parce que, bah, voilà, il y avait une tension sur les matières premières, sur le pétrole, sur le blé, tout ça et les ETF matières premières ont explosé. Donc ça peut être intéressant de rajouter ça dans son portefeuille parce que ça peut être vraiment décorrélé du reste des marchés financiers. Donc, en termes de perf, qu'est-ce que ça a donné? On a un rendement annuel moyen de 5,5 une volatilité de à peu près 8 et un max drawdown de 16. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un portefeuille beaucoup moins risqué parce qu'on est tellement diversifié, on a tellement d'actifs qui sont décorrélés les uns des autres que ça permet de réduire du coup le risque et donc la volatilité. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est qu'on a une belle diversification par actif. C'est la chose que j'apprécie le plus, clairement, parce qu'on a les matières premières en plus, on a l'or, matières premières, actions, obligations, donc c'est top. Par contre, c'est plus complexe à gérer, forcément. Bah, voilà, on a vu la pondération, hein, c'est un peu plus complexe. On a des obligations long terme, des obligations moyen terme, de l'action, puis au sein des actions, il faut même refaire un portefeuille d'actions généralement. On a les matières premières et l'or, donc c'est un peu plus complexe à gérer. Et un autre point négatif que j'ai oublié de préciser, c'est que je trouve que la part en obligations, elle est un peu élevée. Ça devait marcher dans les années 70-80, même si là, les obligations redeviennent un peu intéressantes ces derniers temps. Je trouve que la part d'obligation est vraiment élevée, quoi. Parce que là, si je vous remonte le graphique, on est quand même à 55 d'obligations. Donc, alors à part si on est sur un profil prudent ou à l'approche de la retraite, pourquoi pas? Mais sur un profil qui est jeune, plutôt dynamique, ça me paraît vraiment, un peu trop prudent, quoi, d'avoir autant d'obligations. Surtout sur les 10 dernières années où les obligations, elles ont rapporté vraiment rien, ça a pas, voilà, ça a pas dû beaucoup, beaucoup performer.
Donc voilà, c'est une critique supplémentaire que je ferais à ce portefeuille, c'est d'avoir, hem, bah, pourquoi pas s'inspirer de ça, mais éventuellement réduire la part d'obligation. Alors pareil, même question, est-ce que vous connaissiez ce portefeuille? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre de la matière première dans vos portefeuilles, de l'or, des distinguer les obligations court terme, moyen terme, des choses comme ça? J'attends vos questions si vous en avez. Hem, Bah, dites-moi, hein, si vous avez des questions sur ce portefeuille, mais voilà, grossièrement, voilà, ces 4 portefeuilles, hein, que je vous ai présentés. Donc si je récapitule, le 60-40, donc 40 d'obligations, 60 d'actions. Le portefeuille permanent où on a 25 d'actions, 25 d'obligations, 25 d'or et 25 de cash. Le portefeuille de Marc Faber où il y a 25 d'actions, 25 d'IMO coté, 25 d'or, 12 d'obligations et 13 de cash. Et le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio, où il y a 30 d'actions, 40 d'obligations long terme, 15 d'obligations moyen terme, 7,5 de matières premières et 7,5 d'or. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus? Est-ce qu'on peut, si vous voulez faire des votes, dire s'il y en a un qui vous plaît plus, n'hésitez pas à me dire. Il y a Pauline qui me dit: Charles Gave recommande les obligations d'État chinoises, qu'en penses-tu? Ouais. Alors ça aurait été très intéressant d'ailleurs de mettre le portefeuille de Charles Gave, que je connais bien aussi. Alors, je vais vous le dire de mémoire, le portefeuille Charles Gave, lui, il met 50 en défensif et 50 en offensive. En offensif, il met donc 50 que des actions et il prend que des actions, françaises qui n'ont rien à voir avec l'État. Donc je trouve très intéressant. Moi, je partage plutôt son avis sur le fait de pas forcément prendre des actions qui sont en rapport avec l'État. Hem Et ensuite sur la partie défensive, il met une partie d'or et une partie d'obligations chinoises, comme l'a très justement dit Pauline. Hem, alors sur les obligations d'État chinoises, moi qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'était intéressant jusqu'à l'année dernière et bah, ces derniers temps, finalement, les obligations d'État américaines et européennes, aujourd'hui, donnent de meilleurs rendements. Les obligations d'État chinoises, de mémoire, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, elles versent quelque chose comme 2-3. Donc c'était intéressant quand nos obligations, là, en Occident, versaient en territoire négatif. Mais aujourd'hui, je remettrai en doute la stratégie d'obligation chinoise. Parce que, les nouvelles obligations émises par la France, l'Allemagne, les États-Unis versent du 3,5 ou 4. Donc j'irai plutôt sur, ces obligations-là. Mais par contre, le portefeuille de Charles Gave est intéressant aussi à comprendre parce que voilà, il a la partie défensive avec de l'or et les obligations d'État chinoises et la partie, offensive avec, les actions françaises, qui n'ont pas de rapport avec l'État. Heu, OK, alors j'ai eu pas mal de questions là sur, de rien Pauline, avec plaisir. Yelna qui me dit: «Quelle est la fiscalité sur les obligations détenues en direct sur le trade public?» C'est la flat tax, tout simplement, 30. 30 sur les gains, donc sur les coupons pardon, que tu vas recevoir, donc sur les intérêts et 30 aussi à la revente si tu revends, enfin et que tu as fait une plus-value. Même si normalement quand ça arrive à terme, tu devrais pas faire de plus-value, mais si par hasard, les taux baissent et que ton obligation manque, tu la vends, bah, tu auras 30 aussi. Teddy qui me dit: «D'accord sur trop d'obligations, j'aurais mis 40 en actions, 25 en IMO et 20 en obligations». Ouais, c'est pas mal. Je pense que Teddy, moi je partage ton avis. Je pense qu'un mix entre le Marc Faber et le Ray Dalio, là, entre le 4 saisons et le Marc Faber est un bon compromis finalement, pour avoir une bonne diversification en termes d'actifs et avoir les bonnes pondérations. Yelna dit: «Peut-on se permettre de se passer d'or dans son portefeuille quand on a un horizon long terme?» Alors, oui, complètement. Complètement, tu peux te passer d'or, même si c'est du court terme, hein, pour n'importe quel horizon de temps. Tu peux complètement te passer d'or, hein, il y a aucune obligation à en avoir. Dis-toi un truc sur l'or, c'est que c'est quelque chose qui ne verse pas, qui ne produit rien. C'est-à-dire que, contrairement à l'immobilier ou aux actions, tu vas pas avoir de dividendes comme les actions, ni de loyer, donc tu auras pas de revenus passifs. Donc tu vas uniquement compter sur la plus-value. Donc c'est que de la spéculation. Tu vas uniquement compter sur le fait d'acheter à un prix aujourd'hui et de le revendre plus cher plus tard. Le seul intérêt de l'or, selon moi, c'est vraiment de le voir comme un actif refuge et de se protéger en cas de crise et de se dire: «OK, si demain ça va mal, j'aurai toujours une part qui risque d'évoluer en direction opposée à la majorité des actifs». Et pour moi, l'intérêt de l'or, c'est de faire ça et surtout de pouvoir rééquilibrer à ce moment-là. C'est-à-dire quand, imaginons que demain il y a une crise, ton or théoriquement devrait monter et théoriquement tes actions devraient baisser
et c'est à ce moment-là qu'il faut rééquilibrer, c'est-à-dire vendre un peu d'or pour acheter des actions qui ont baissé. C'est pour moi le seul intérêt d'avoir de l'or, c'était de jouer sur le rééquilibrage quand en cas de crise. Mais bien sûr, tu n'as aucune obligation d'avoir de l'or. Sur le très long terme, les stats le prouvent, hein, c'est pas du tout un actif qui a très bien performé. On ne sait pas de quoi demain est fait, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas du futur, mais voilà, sache-le que c'est pas l'actif qui a le plus performé et tu peux très bien avoir un portefeuille diversifié et très performant sur le long terme sans or. Teddy qui me dit: «Mon préféré, celui de Marc Weber». OK, bah, celui de Marc Weber, il marche bien. Alors j'ai raté un message de Pauline qui me dit: «J'ai du mal à comprendre ce qui fait varier le prix d'une foncière. Je comprends bien le principe pour les entreprises, mais pas pour de l'IMO». Mais concrètement, Pauline, c'est comme, là pour le coup, on est sur le principe d'offre et de demande. On est sur des actions en bourse, donc en gros, c'est plus tu auras d'acheteurs sur une foncière, bah, le prix montera et si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, bah, le prix baissera. Donc c'est souvent décorrélé de ce que vaut clairement le parc immobilier de la foncière. On est vraiment plus sur, bah, voilà, sur l'offre et la demande, donc comme ça l'est en bourse, hein, finalement. Plus on aura en général, quand ça va mal, tes foncières, elles vont baisser ou alors quand les taux vont monter, comme c'était le cas, bah, les foncières ont plutôt eu tendance à baisser parce que, bah, les gens, ils se disent: «Ben, avec les taux qui remontent, c'est de l'immobilier, ils pourront plus emprunter ou du moins ils vont emprunter plus cher, donc les foncières vont bien se comporter, donc plus de gens vont vendre, donc forcément le prix de la foncière va baisser». Et à l'inverse, quand l'immobilier commercial va bien ou quand les foncières vont bien de manière générale, bah, il y aura plus de gens qui vont vouloir acheter ces foncières-là, donc ça va mécaniquement faire monter le prix parce que plus de demandes que d'offres. Donc on est quand même un peu décorrélé finalement du sous-jacent qui est clairement l'immobilier. On est plus voilà sur la loi de l'offre et la demande, même si à très long terme, on a quand même ce retour à la moyenne, enfin ce retour à la valeur réelle qu'est censée avoir la foncière, hein. OK, alors je sais pas si vous avez des questions? Alors, tac, Teddy me dit: «Intéressé par ta formation SCPI, que penses-tu de la situation actuelle?» Très bonne question. Alors, qu'est-ce que je pense de la situation actuelle? Sur les SCPI, je pense que, il y a beaucoup alors, je vais pas être trop méchant, je vais pas dire qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Il faut savoir qu'il y a plus de 210 SCPI aujourd'hui en France. Et oui, il y a eu des baisses de parts, c'est vrai. Je ne vais pas mentir en disant qu'il n'y en a pas eu, parce que oui, il y a eu la remontée des taux, donc oui, l'immobilier commercial et notamment l'immobilier de bureau a pris cher. Donc il y a eu une vingtaine de CPI, hein, qui ont annoncé des baisses de prix de parts et des fois très violentes. Celles qui ont annoncé des baisses de prix de parts ont été des CPI majoritairement investis en bureau. Et forcément, avec la crise Covid, les gens ont plus de télétravail, donc les entreprises réduisent leur espace de bureau, donc forcément, les CPI qui étaient investis majoritairement en bureau, ben, ont eu des rendements plus faibles et aussi un prix de la part qui a baissé parce que forcément ça tire un petit peu moins. Donc qu'est-ce que j'en pense moi de la situation actuelle? Moi je pense que c'est pas forcément un mauvais moment pour investir, c'est peut-être pas le meilleur, mais en attendant un investissement SCPI long terme, un investissement SCPI c'est pour du long terme, c'est moins pour 5-8 ans. C'est que, donc dans tous les cas, l'important c'est que tu vas toucher tes loyers parce que c'est quand même fait pour avoir du revenu passif. Le potentiel risque que tu prends aujourd'hui, c'est d'avoir une baisse du prix de part. Et ça, pour ça, alors je donne une astuce dans la formation qui t'explique justement comment ne pas acheter trop cher le prix de ta part et donc comment limiter le risque de baisse de prix de part et surtout comment maximiser la chance que le prix de ta part augmente. Donc, je pense que c'est le bon moment pour investir en SCPI, comme c'est le bon moment pour investir en actions. En fait, c'est pas que c'est le bon moment, c'est que le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En fait, au bout d'un moment, le meilleur ami de l'investisseur, c'est le temps. Parce que si tu sais comment fonctionnent les intérêts composés, si tu regardes les performances historiques, heu, le temps est ton allié pour investir. Et à reporter en disant: «Ah, ça va mal» ou «Ça risque de baisser», machin, finalement, tu risques de jamais investir, de jamais passer à l'action et en fait, bah, ton cash, lui, par contre, tu es sûr qu'il va baisser. Parce qu'il y a l'inflation et ça te grignote ton cash. Donc, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments pour investir. Je pense qu'il faut juste comprendre en quoi on investit, être convaincu par ça et y aller. Après, tu peux toujours commencer par de petites sommes et voir si ça te convient, parce que de temps ça te convient pas aussi. Mais, moi, à titre perso, bah, l'année dernière, j'ai investi, massivement SCPI. J'ai bien choisi mes SCPI, j'en ai aucune qui ait eu de baisse de prix de part.
parce que justement j'ai bien choisi, j'ai je sais les critères qu'il faut regarder pour, choisir. Attention, je dis pas qu'il n'y aura pas de baisse de prix de part sur les CPI que j'ai choisis. Je dis pas qu'il y a pas toutes les CPI qui vont pas baisser, je n'en sais rien, hein. C'est une possibilité à prendre en compte, c'est un risque, hein. Tout investissement comporte des risques, les CPI aussi. Risque de liquidité, risque de perte en capital, il y a des risques. Mais, voilà, moi je suis pas plus inquiet que ça. Comme sur l'immobilier, finalement, le prix des parts des CPI suit finalement l'immobilier. Et alors, on va attendre un petit peu, voir ce que disent, les résultats sur l'immobilier en 2023, mais voilà, à première vue, à part dans les grandes villes où ça a énormément monté les dernières années, donc Paris, Lyon, Bordeaux, où ça a baissé, la plupart des villes ont monté encore en immobilier malgré la hausse des taux. Donc est-ce que c'est sain? Je ne pense pas. Par contre, voilà, en tout cas, ça n'a pas forcément craché comme tout le monde l'imagine. Ouais, bref, désolé, je t'ai fait une réponse un peu à rallonge, je t'ai dit je peut-être, j'espère que j'ai pas répondu trop à côté. Hem Antoine qui dit: «Les portefeuilles sont adaptés selon son aversion au risque, c'est toujours, la corrélation entre le risque et la performance». Exactement Antoine, je peux pas mieux dire que toi. Tu peux pas mettre de performance sans risque. Dans tous les cas, bah, plus tu vas vouloir diminuer ton risque, bah, plus ta performance sera faible et plus tu vas chercher de la perf et plus tu auras de risques. Sur les CPI, pour le coup, on est quand même sur du moyennement risqué, hein. Sur l'échelle de l'AMF, hein, de ce qu'on appelle l'échelle SSRI, il y a 7 échelons, on est à 3 sur 7 sur les CPI. Il y en a même qui considèrent que c'est pas du pas risqué, parce qu'en fait, tu as un revenu régulier. Par contre, le risque, il est surtout sur l'évolution du prix de la part, qui dépend clairement du marché immo. OK, je reprends ton message, Pauline, désolé. Tu dis: «Ah oui, d'accord, le prix du parc immobilier est fixé, l'offre et la demande fait varier le cours de l'action». Exactement. Tu as tout compris, Pauline. Jeannot qui me dit: «Ton meilleur ETF pour 2024 et surtout excellente année». Alors ça, c'est une question un peu compliquée à répondre, Jeannot. Je peux pas te dire quel est ton meilleur ETF parce que je connais pas je connais pas ton aversion au risque, je connais pas, voilà, ton profil investisseur, je connais pas sur quoi tu veux t'exposer. Je pense pas qu'il y ait de meilleur ETF qui existe, il y a pas un ETF magique. Faut surtout te demander qu'est-ce que tu veux faire avec les ETF? Est-ce que tu veux être ultra passif et on va dire avoir un bon rendement risque, dans ce cas-là, plutôt des ETF indiciels, comme un ETF Monde, un ETF S&P 500 par exemple? Ou est-ce qu'après tu vas aller chercher un ETF plus exotique et chercher de la perf avec le risque qui va avec? Et là, tu vas plus chercher des ETF thématiques, du style, j'en sais rien, intelligence artificielle, semi-conducteurs, énergie renouvelable. Tu me dis pour du DCA. Alors pour du DCA, je te recommande plus des ETF indiciels, parce que, bah, du coup, tu vas être diversifié géographiquement et sectoriellement. Et là, tu as plein de façons de faire, hein. Tu peux le faire avec un ETF monde, hein, si tu veux pas trop t'embêter. Tu peux le faire avec un ETF S&P 500, avec un ETF Europe, mais plutôt des ETF indiciels si tu veux faire du DCA. Mais malheureusement, je te donnerai pas un ETF précis parce que je fais pas de enfin, j'ai pas envie que ce soit assimilé à du conseil d'investissement parce que je ne veux pas faire de conseil d'investissement dans un live, parce que c'est réservé, bah, du coup, à du personnalisé et je ne connais pas ta situation ni ton profil de risque. Hem, Eric dit que SCPI, mieux vaut attendre 2-3 mois pour avoir les valorisations de fin 2023. C'est un choix, pourquoi pas, tu peux attendre, hein, voilà, moi à titre perso, je j'attends pas plus que ça parce que c'est aussi 2-3 mois de loyer que tu n'auras pas. Certes, tu peux, comment dire? S'il y a des SCPI qui baissent et c'est celles que tu voulais, tu pourrais les avoir à un prix moins cher, c'est vrai. Mais encore une fois, regardez un critère très important avant d'acheter la SCPI pour minimiser, c'est le j'en ai parlé la dernière fois, alors du coup, hein, je balance une petite pépite qu'il y a dans la formation, mais c'est pas grave, c'est de regarder le prix de reconstitution. Si votre prix de reconstitution est plus élevé que le prix de la part, vous minimisez énormément le risque de baisse de part. C'est vraiment le critère à regarder pour être sûr, enfin pas pour être sûr, on n'est jamais sûr, mais pour minimiser le risque de baisse de prix de part. Bon, je commence à lâcher des informations, clés qui sont dans les déjà dans mes formations, donc je vais arrêter. Merci à tous pour ce live, c'est cool de vous revoir. Moi, c'est cool parce que finalement j'ai fait aucune pub, hein, pour, enfin, j'en ai pas parlé ni dans la newsletter ni sur Insta et puis je vois qu'il est même fidèle, notamment sur YouTube, donc c'est cool. Dites-moi pour la semaine prochaine, quelle thématique vous souhaiteriez que j'aborde? Est-ce que vous avez une idée d'invest, une idée de thématique que vous aimeriez que j'aborde pour la semaine prochaine? Que ça me donne un petit peu des idées. Bon, j'ai déjà des idées, hein, que j'ai écrit, mais les absents ont toujours tort, donc ceux qui sont présents en live peuvent, me dire un petit peu, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme sujet. Sinon je vous en proposerai, enfin sinon je le déciderai moi, voilà. Mathieu me dit: «Les pays émergents», OK, pourquoi pas, parler des pays émergents. Bon, même ça a pas été des perfs de ouf, hein, les pays émergents sur les dernières années. Heu, donc je sais pas si bon, je vais voir si ça intéresse d'autres, mais pourquoi pas.
Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions ou pas d'autres idées, je vous propose d'en terminer là pour aujourd'hui. Bonne, soirée à vous et puis à bientôt. Ciao, ciao.